Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne panafricaine. Michel Kafando, investi président de la transition au Burkina, à 72 ans, c'est un homme qui connaît les arcanes de la diplomatie pour y avoir passé l'essentiel de sa carrière. Ministre des Affaires étrangères, il fut également ambassadeur plusieurs fois avant de présider le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est sur lui que s'est porté le consensus national pour diriger le Burkina Faso jusqu'à l'organisation des futures élections qui doteront le pays d'un président démocratiquement élu. En prêtant serment, Michel Kafando a dit être conscient que le pouvoir qu'il détient appartient au peuple et à ce titre, il n'est pas question de l'exercer avec abus et excès. Monsieur le Président de la transition du Burkina, bonsoir. Bonsoir, M. Barry. Merci de l'immense plaisir que vous nous faites de nous recevoir au premier jour de votre service au Palais de Kosiam. Avec moi, pour vous interroger, M. Albert Nangerogo, il est de la radio Omega à Ouagadougou. Albert, bonsoir. Bonsoir, Barry. Monsieur le Président, première question, c'est sur vous que repose désormais la lourde responsabilité de conduire le pays vers des élections libres et transparentes. Après la révolution burkinabé, vous avez fait l'objet de consensus. Première question, la fonction de président de la République, comment l'appréhendez-vous? Quel est votre rapport avec cette fonction, Monsieur le Président? Je l'appréhende, comme je l'ai dit dans mon discours, avec beaucoup de... je conçois ma nouvelle tâche comme étant redoutable parce que les défis qui sont à relever sont énormes. À tous les points de vue, le gouvernement que nous allons former aura à s'attaquer à des situations, à des événements qui seront vraiment, vraiment difficiles. Je prends par exemple la question économique. Hier, vous avez posé une question sur les préoccupations économiques et j'ai répondu en disant que jusqu'à présent, depuis que les événements ont eu lieu, nous nous sommes préoccupés de politique. Mais nous n'avons pas encore une perception claire de la situation économique que le gouvernement aura devant lui. Et donc là, c'est une préoccupation. Mais je l'ai dit aussi, je crois que nous sommes armés, fortement armés. Tous ceux qui seront dans ce gouvernement-là sont conscients qu'en 12 mois, il faudra vraiment cavaler rapidement. Il faut faire de gros efforts, il faut accepter l'endurance pour que, quelle que soit la situation qui va se présenter devant nous, nous puissions véritablement la relever et avec un maximum d'efficacité. Donc, je n'ai pas d'appréhension particulière pour cela. Mais en dehors de la question économique, vous avez aussi la question politique, même la stabilité. Il m'a été posé comme question, pourquoi un Premier ministre militaire? Et j'ai eu à répondre en disant que c'est une nouvelle situation que le Burkina vit depuis les événements du 30 novembre. Nous voyons que la situation apparente, vraiment, est sans problème, sans difficulté. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'effectivement, c'est une stabilité qui sera permanente? Nous avons besoin de ceux-là qui ont pris conscience, donc je vais parler de nos jeunes militaires, qui ont pris conscience qu'il faut être du côté du peuple. Nous avons besoin d'eux pour servir de contrefort, pour donner l'assurance, peut-être même pour dissuader des velléités, comportements plus ou moins velléitaires. Nous avons besoin d'eux pour pouvoir réussir notre transition. La nomination du lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida à la tête du gouvernement soulève quelques inquiétudes au niveau de la sous-région et même au niveau de la communauté internationale. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il y ait un bicéphalisme à la tête de l'État? Non. On l'a vu au Mali, comme on l'a vu en Égypte avec Al-Sisi. Je ne pense pas. La situation du Burkina est tout à fait particulière. Et nous nous sommes entendus. Et j'ai confiance que les militaires, les éléments militaires qui seront avec nous dans le gouvernement tiendront parole. Du reste, s'ils étaient des éléments douteux, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas d'un président civil. Et ils ont fait la preuve qu'ils respectent leurs engagements. Ils ont fait la preuve qu'ils aiment bien leur pays. Ils ont fait la preuve qu'ils peuvent collaborer avec les civils. Donc,
Personnellement, en tant que président de la tradition, je n'ai pas du tout peur, je n'ai pas d'appréhension. Nous avons suffisamment échangé pour que je vous dise aujourd'hui qu'il n'y a véritablement pas un danger à considérer que les militaires dans le gouvernement pourront véritablement être un nuage pour le bon fonctionnement du gouvernement. Alors, ils étaient nombreux à craindre que le pouvoir ne revienne à l'armée et finalement, d'autres aussi craignaient que le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida n'arrive à la tête du Premier ministère. Et ces choses faites, est-ce que vous pouvez rassurer davantage? Moi, je rassure davantage. Ce que je viens de vous dire, c'est l'aboutissement de concertation que nous avons eu franchement entre nous. Moi, je peux vous certifier que nous n'aurons pas un bicéphalisme. Nous n'aurons pas à craindre véritablement de la présence de nos frères militaires dans le gouvernement. Parce que chacun, du reste, aura un pouvoir bien délimité. Le Premier ministre gouverne, mais le Premier ministre ne peut pas véritablement prendre des actions, en tout cas s'aventurer sans que le président du Faso donne son aval. Et sans que le gouvernement, dans son ensemble, s'agissant d'un certain nombre de problèmes bien précis, donne également son aval. Non, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Nous qui sommes là, nous qui sommes les premiers concernés, nous avons l'assurance qu'il n'y aura véritablement pas de problème à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai dit, la présence de l'armée a suffisamment démontré qu'elle est une armée loyaliste, surtout une armée du peuple. Combien de militaires en Afrique et ailleurs ont pris le pouvoir et se sont refusés à le remettre aux civils? Ils sont nombreux. Mais regardez ici, en 2 semaines, beaucoup de travail a été abattu. Mais en 2 semaines aussi, les militaires ont pu nous faire comprendre qu'ils n'étaient pas des militaires véritablement qui sont assoiffés de coups d'État. Ils veulent remettre le pouvoir aux civils parce qu'ils ont compris que l'intérêt du pays réside justement dans une gouvernance civile. Donc, de ce point de vue, je pense personnellement que nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Au regard des défis qui attendent le pays, le Burkina Faso, l'essentiel de l'action du gouvernement devrait reposer sur le Premier ministre, ce qui exige de lui une certaine expérience et une certaine compétence. Et qu'est-ce qui peut motiver le choix finalement du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida qui n'a pas d'expérience dans l'administration burkinabé? Mais comme je vous l'ai dit, en fait, en 12 mois, nous ne pouvons pas tout faire. Ce gouvernement aussi n'est pas un gouvernement de combat sur le plan économique. Ce gouvernement veut combattre des réalités, malheureuses réalités que nous avons vécues dans ce pays et que nous sommes venus trouver, c'est-à-dire les problèmes de la corruption, le problème de l'impunité. On n'a pas besoin d'avoir une expérience de gestionnaire en économie pour pouvoir lutter contre la corruption ou pour pouvoir aller contre l'impunité. Non. Je crois que vraiment l'action du gouvernement sera tendue vers, si vous voulez, une rectification d'un certain nombre de comportements, un certain nombre de déviations que nous avons constatées et qui ne sont pas, évidemment pas normales, parce que c'est pas, on ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Burkina Faso, où les disparités sociales sont énormes, qu'il y ait une minorité qui vit dans l'aisance alors que la majorité vit dans la paupérisation. Ça, c'est des situations réelles auxquelles nous devons nous attaquer. Et je ne pense pas que nous avons véritablement besoin d'avoir une expérience pour combattre ces fléaux-là. Alors, on sait que c'est un gouvernement RUDI, un gouvernement de 25 membres. Dites-nous comment vous allez travailler de façon technique à pouvoir véritablement faire un gouvernement de 25 membres. Sur quels critères également vous allez vous porter vos choix? Écoutez, les gouvernements pléthoriques aussi, il n'a pas été démontré qu'ils sont efficaces. Moi, je préfère un gouvernement de 25 membres, avec des patriotes conscients de leur travail, conscients de l'action qu'ils doivent mener pour le développement de ce pays, à un gouvernement pléthorique, 30-40 membres, qui finalement ne pourra pas élaborer, ne pourra pas faire une action beaucoup plus importante qu'un gouvernement minoritaire. Donc je pense que ça, ce n'est pas une question qui doit véritablement vous effrayer, parce que 25 membres, c'est bon. C'est quand même un volume bien contrôlé. Il suffit simplement que chacun, dans sa sphère, dans son département,
travaillent avec efficacité. Le problème est là. Si vous avez des gens qui ont d'abord la conscience qu'ils aiment leur pays, si vous avez des gens qui sont patriotes, si vous avez des gens qui savent que le travail qu'ils vont faire en une année là doit être profitable à leur pays et à leur peuple, vous allez voir, on n'a pas besoin véritablement de beaucoup de gens pour faire ce travail-là. Donc, s'il y a un problème d'efficacité, ce n'est pas le nombre de ministres qui fait l'efficacité. Nous voulons un gouvernement efficace et je pense que les 25 membres, comme gouvernement, ça suffit largement. Vous avez tout à l'heure signalé un certain nombre de mots auxquels vous allez vous attaquer au cours de la transition. Est-ce qu'on peut avoir brièvement les principales actions que le gouvernement va poser au cours des 12 mois à venir? Bon, je ne peux pas vous le dire avec beaucoup de certitude et de détails. Mais ce que je sais, il y a des dossiers pendants. Il y a des contentieux qui sont là, qui ne sont pas réglés. Lesquels, par exemple? Bon, il y a des détournements de fonds publics. On connaît les auteurs. On sait que les enquêtes sont terminées. On ne comprend pas pourquoi, jusqu'à présent, les sanctions n'ont pas été prises. Alors nous allons nous attaquer dans un premier temps à ces situations-là. Nous allons essayer de les régler au plus grand bonheur du peuple burkinabé. Et puis par la suite, on verra s'il y a d'autres problèmes de ce genre ou plus graves que ça. Selon le temps dont nous disposerons, nous pourrons voir ce que l'on peut faire. Vous faites allusion, par exemple, à l'ancien DG de la douane? Bon, par exemple, ça c'est un problème qui est là et que personne ne comprend. Alors, d'aucuns disent que le milieu judiciaire, l'appareil judiciaire est pourri, qu'il faut assainir l'appareil judiciaire. Est-ce que vous allez entreprendre des réformes au niveau de l'appareil judiciaire avant d'engager ces procédures? Je pense que c'est un peu prématuré de vous répondre à votre question. Nous allons dès lundi, après la formation du gouvernement, nous attaquer à ces différents problèmes. Et l'on verra ce que l'on peut faire. Évidemment, s'il y a des gens qui sont convaincus de compromission, de prévarication, le gouvernement prendra ses responsabilités. Nous ne sommes pas là par complaisance, nous sommes là pour... Nous avons compris le message du peuple, nous avons compris le message des jeunes. Le message, c'est quoi? Pour que le Burkina Faso avance, pour que le Burkina Faso soit un pays viable, il faut d'abord que s'instaure une justice sociale. Et là, ce message, nous l'avons compris. Et nous allons agir dans le sens de ce message-là. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous fassiez, par exemple, l'audit de la gouvernance au Burkina Faso lors de ces 27 dernières années? Ça peut être possible, mais comme je vous le dis, nous avons un timing tellement resserré, parce que 12 mois, c'est vraiment peu. Et parce qu'un audit, ça suppose souvent pratiquement plusieurs années. Parce que vous vous rendez compte, c'est une gestion de longue durée. Mais, comme je l'ai dit, nous allons essayer toutes les solutions. Peut-être que dans certains secteurs, l'audit pourra être facile. Là, nous ferons des audits. Mais je ne peux pas vous certifier qu'on pourra faire un audit de façon généralisée. Mais ce qui est certain, le gouvernement ne peut pas ne pas prendre des mesures à l'encontre de tous ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient dilapider impuniment les deniers publics. Non, nous allons prendre nos responsabilités. Nous sommes là pour ça. Sinon, à quoi servira véritablement l'action du gouvernement de transition? Si je comprends bien, vous allez engager une lutte sans merci contre la corruption, ce qui sous-entend que dans les jours à venir, on pourrait s'attendre à des enquêtes? En tous les cas, dès que le gouvernement va commencer à travailler, et comme nous devons aller vite, parce que nous n'avons pas le temps, c'est sûr que nous allons commencer une série de choses qui peuvent être des enquêtes, des poursuites, etc. Non, ça, on est conscient qu'il faut aller vite. Alors, vous avez parlé de l'économie tout à l'heure. Comment vous comptez relancer cette économie-là au Burkina Faso? Non, ce que nous allons faire, c'est aussi un état de la situation économique depuis que nos prédécesseurs sont partis. Nous allons voir quel est l'état réel du pays, quelle est l'économie du pays. Et suivant ce que nous aurons vu comme réalité, on va déployer un certain nombre d'efforts et d'actions pour essayer de maintenir en tout cas au moins l'économie à flot, ne serait-ce que ça. Et nous avons aussi des amis qui sont toujours là avec nous. Donc, de ce point de vue, je pense aussi qu'il n'y a pas tellement d'appréhension. Nous savons où nous allons.
Je reviens sur la question de la justice. Monsieur le Président, quel sera le sort de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, et de ses proches? Bon, je ne peux pas m'aventurer sur ce dossier-là, parce que c'est tellement frais et c'est récent. Je dis, je ne peux pas m'aventurer sur ce dossier, et du reste, ce n'est pas parce que je suis président que je peux déjà me déterminer. Cela va dépendre d'un certain nombre de considérations, mais nous avons le temps pour ça. Maintenant que vous êtes président de la transition, est-ce qu'il peut rentrer chez lui au Burkina? Vous savez, ce problème-là, je ne peux pas vous donner de détails. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas vous donner de détails parce que tout dépend d'un certain nombre de facteurs. Tout dépend d'un certain nombre de facteurs que nous n'appréhendons pas jusqu'à présent, que nous ne maîtrisons pas jusqu'à présent. Donc, véritablement, je ne peux pas m'aventurer sur cette question-là et vous me comprendrez. En la matière, il y a l'ex-majorité également. Il y a des gens qui disent qu'il faut appeler l'ex-majorité associée aux organes de transition. Que dites-vous? Mais écoutez, moi, si vous avez bien lu la charte, vous verrez que l'ex-majorité est concernée. Elle est représentée dans le Conseil national de transition. Je crois qu'ils ont même 10 postes, 10 représentants. Donc, tout a été fait pour que personne ne soit oublié. Et ça aussi, c'est parce que nous savons que le Burkina Faso est un pays tout à fait spécial. Nous sommes une terre de dialogue, nous sommes une terre de compréhension mutuelle, nous sommes une terre de réconciliation. Nous avons compris que pour régler le problème, ce n'est pas une question de haine ou de poursuite unilatérale. Non, nous avons compris que ce pays-là a besoin de tous ses fils. Et c'est pour ça que la charte a prévu que même ceux-là qui ont peut-être géré le pays de façon complaisante seront membres du compte. Et là, ils pourront faire entendre leur voix. Le tissu social a été un peu fragilisé ces dernières années. Monsieur le Président, quel type de réconciliation proposez-vous au Burkina? Est-ce que c'est le modèle sud-africain ou il va falloir faire table rase sur le passé pour se réconcilier? Vous savez qu'il existe en marge comme ça du Conseil de transition, il y aura une commission de réconciliation. Et cette commission-là va s'atteler dès pratiquement la mise en place des structures, voir comment, sous quelle manière, de quelle manière, à partir de quelle modalité, nous allons pouvoir appréhender justement ce problème de réconciliation au niveau du Burkina. Je vous ai dit, le Burkina est un pays particulier. Si nous n'étions pas un pays particulier, les événements, la façon dont les événements se sont déclarés aurait pu nous amener très loin. Mais vous avez vu que tout de suite, en l'espace de 3 jours, tout a été circonscrit parce que les gens savent ce qu'ils veulent. Chez nous, la haine n'a pas de place. Ce que simplement les gens veulent, c'est la justice sociale. Que tout le monde puisse partager le fruit du développement de façon égale, égalitaire, et que vraiment des gens ne se présentent pas comme ça, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas plus méritants, se présentent avec arrogance et considèrent les autres comme des moins que rien. Non, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de haine. Donc, à partir de cette vérité-là, je suis sûr que la réconciliation nationale pourra se faire véritablement de façon, j'allais dire, harmonieuse. Et vraiment, j'ai foi en cela. Il n'est pas question de cautionner l'impunité, c'est ça? Il n'est pas question de cautionner l'impunité, non. Parce que justement, quand je vous dis que nous ne pouvons pas accepter l'injustice sociale, le corollaire, c'est que s'il y a une injustice sociale, il faut punir cette injustice sociale-là. Et c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut punir. Donc il n'est pas question d'impunité. Il faut sortir de l'impunité. Si nous ne sortons pas de l'impunité, comme je vous l'ai dit, ce gouvernement que nous allons constituer là n'aura pas sa raison d'être. Ces dernières années, on dit que le Burkina ne respecte plus l'autorité de l'État. Comment comptez-vous restaurer l'autorité de l'État? L'autorité de l'État est déjà là. L'autorité de l'État, c'est quoi? Et simplement faire comprendre aux gens, il faut d'abord sensibiliser les gens. Leur faire comprendre que vous n'êtes pas là parce que vous avez le pouvoir politique et que vous pouvez utiliser par la coercition à n'importe quel prix. Leur faire comprendre que vous êtes là à leur service, au service du peuple. Si les gens voient que votre direction est claire et nette, que vous n'agissez pas de façon tortueuse, mais que vous voulez véritablement servir les intérêts du peuple, vous allez voir que l'autorité est là et l'autorité, les gens la respecteront. Donc, de ce côté, je ne pense pas qu'il y ait véritable...
Alors donc, il n'y a pas d'ambiguïté du côté de la restauration de l'autorité de l'État. Alors, une autre question, c'est l'incivisme qui est devenu, depuis quelque temps également, un phénomène de mode au Burkina Faso, on peut le dire ainsi. Oui, bon, ça c'est un phénomène, effectivement, que nous avons observé. Bon. Mais est-ce que vous ne pensez pas, vous-même, que cet incivisme-là vient du fait que, véritablement, les gens, sentant que la société est fragilisée, comme vous dites, chacun voulait agir à sa manière. Parce que si vous êtes au bas de l'échelle, que vous n'arrivez pas à monter, qu'il y a des gens qui sont en haut de l'échelle et qui disposent de tout. Vous savez, l'homme est l'homme. Hein. L'attitude normale, c'est évidemment de tout rejeter et même de rechercher la confrontation. Et je pense que peut-être par là s'explique une partie de l'incivisme qu'on connaît au Burkina. Justement, on a vu qu'au Burkina, ces dernières années, on a assisté de plus en plus à la disparition de la classe moyenne. Il y a une certaine élite, je me permets le terme, bourgeoise, qui s'est accaparée de tous les segments de l'économie, et il y a une partie du peuple qui est dans une misère. Comment comptez-vous faire pour que les fruits de la croissance puissent profiter à l'ensemble du peuple? Bon, c'est un travail de longue haleine. Nous, je ne peux vraiment pas avoir la prétention de dire que ce gouvernement peut régler ce problème. C'est un problème qui vient de loin. Mais je peux avoir la prétention de vous dire qu'en tout état de cause, ce que nous allons entreprendre comme action, c'est-à-dire redonner confiance aux gens, leur faire comprendre que nous sommes dans une société communautaire et solidaire, que nous devons vivre ensemble, mais en comprenant que nous devons avancer dans un développement harmonieux. Ça veut dire qu'il n'y ait pas à droite des gens qui sont dans l'opulence et à gauche des gens qui sont vraiment dans la précarité. Non, si nous arrivons à faire comprendre cela et nous-mêmes à donner des exemples, je suis pratiquement certain, on ne pourra pas résoudre la question immédiatement. Mais puisque nous sommes là pour inaugurer une autre ère pour les élections qui vont venir, je suis sûr qu'à long terme, tout de même, on arrivera à un résultat assez réconfortant. Qu'est-ce qui est prévu pour les victimes de la révolution? Il y a un certain nombre de personnes qui ont vu leurs biens détruits, saccagés. Certains sont liés à l'ancien régime, d'autres sont des innocents. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les dédommager? Pour l'instant, non. Mais ce qui est certain, la certitude est là que le gouvernement se penchera sur cette question-là. Alors, on a vu également que la vie chère a suscité beaucoup de grogne au Burkina Faso ces derniers temps. Alors, comment vous comptez aborder la question, vous et votre gouvernement? Bon, ben, si vous savez, la vie chère, ce n'est pas seulement un phénomène inhérent au Burkina. Hein. C'est toute une conjoncture internationale. C'est lié à l'économie internationale. C'est lié à la hausse des prix, des produits. Donc, ce n'est pas véritablement un phénomène spécifique au Burkina. Mais ce qui est certain, dans la mesure où ce gouvernement se donne pour devoir de veiller à la justice sociale, il est certain que la justice sociale aussi sous-entend que, par exemple, il y ait plus de contrôle de la part des gens qui sont amenés à servir la population en denrées diverses. Donc, il y a un contrôle. Déjà, s'il y a un contrôle, on peut être certain que nous pouvons arriver à, disons, en tout cas, à faire en sorte que, par exemple, il n'y ait pas de flambée de prix. C'est par là qu'on peut peut-être inciter les gens à avoir une bonne attitude, mais sinon, comme je vous le dis, la flambée des prix c'est un phénomène généralisé. C'est dû même aux circonstances de la vie actuelle, à la mondialisation, aux problèmes réels qui sont là. Quand vous avez, par exemple, une hausse des prix sur le plan pétrolier, c'est certain que ça entraîne carrément une flambée des prix. Donc, nous sommes nous-mêmes pratiquement dépendants des phénomènes internationaux. Donc, mais cela ne veut pas dire qu'au niveau national, il n'y a pas de mesures qu'on peut actionner pour essayer d'arriver à une certaine correction. Le contrôle des prix, comme je vous l'ai dit, c'est par exemple une des clés pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait quand même pas une flambée des prix et que les gens puissent avoir quand même les produits d'une façon honnête. Ça aussi, c'est une des solutions possibles. Au niveau des forces de défense et de sécurité, est-ce qu'il y a des réformes à ce niveau ou elles vont rester en l'état? Bon, c'est un problème, effectivement, qui doit nous préoccuper.
Parce que, à la faveur de cette crise, on s'est rendu compte quand même que l'armée n'était pas très homogène. Vous avez vu qu'il y a eu des cacophonies, il y a eu des incohérences dans les attitudes. Ça veut dire qu'il faut remettre à plat le problème de l'armée et voir sous quelle forme on pourra, par des réformes hardies, essayer de résoudre la question. Mais comme je vous le dis, nous sommes juste à notre début. Donnez-nous le temps de pouvoir envisager toutes ces choses-là. Justement, voilà ce qui se raconte à Ouagadougou. Les gens disent qu'au niveau de l'armée, il y a deux sortes d'armées. Il y a une partie de l'armée qui est de l'autre côté sans moyens. Et puis il y a le régiment de la sécurité présidentielle. 1 millier d'hommes, 1200 on parle, qui a l'arsenal militaire, qui a les moyens. Est-ce que c'est des questions qui vous préoccupent? Ah oui, tout à fait. C'est des questions qui nous préoccupent parce que là aussi, c'est un problème de justice sociale. Il n'est pas question qu'au niveau de l'armée, nous ayons par exemple 2 clans. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir deux classes sociales dans l'armée. Je veux dire par là qu'on ne peut pas avoir aussi une armée bien favorisée avec tout ce et une armée qui n'a pas les moyens qu'il faut. Non, ça, c'est lié peut-être à certaines contingences. C'est lié aussi au fait que, l'ancien président était quand même un militaire. Je ne pense pas que nous puissions continuer dans ce sens-là. Dans les réformes à prévoir, il faut arriver aussi à rassurer l'armée que l'armée est une, indivisible, et qu'on ne peut pas avoir une armée prétorienne qui s'occupe de la protection, par exemple, d'un président ou d'une classe de gens, alors que l'autre, vous avez une armée plébéienne qui est là, l'armée populaire, mais qui ne dispose de rien. Donc, je pense que tout ça, c'est des corrections qu'il faut envisager. Qu'est-ce qui sera fait concrètement au niveau du Je ne peux pas vous régiment dire ce qui sera fait, parce que l'armée aussi, c'est une entité un peu spéciale. Je ne peux pas vous dire, c'est tout président que je suis, je ne peux pas vous dire que, on va envisager telle ou telle chose. Mais je sais que, en tout cas dans ce secteur aussi, il va falloir opérer des réformes et peut-être aussi opérer un certain nombre en tout cas, mettre en place un certain nombre de dispositifs pour qu'on ait plus ce que je vous dis là. Vous ne pensez pas rencontrer des difficultés en la matière quand votre Premier ministre est issu du rang du régiment de sécurité présidentielle? Mais écoutez, moi, c'est ce que je vous dis. Le Premier ministre est issu du régiment. En principe, il s'agit de ce régiment-là. C'est une armée, j'allais dire, un peu spéciale qui s'occupait de la protection du chef de l'État. Mais à la faveur de ce qui s'est passé, vous avez vu que des gens comme le Premier ministre, là, des jeunes comme eux, se sont dit non, nous sommes effectivement, il y a un devoir pour nous de protéger le chef de l'État parce que c'est notre but, c'est notre objectif. Mais ils ont compris aussi que quand le peuple est en colère et demande vraiment réparation ou demande aussi des explications, il faut savoir. Et ils se sont mis du côté du peuple. Moyennant quoi, vous et moi, nous sommes aujourd'hui en train de respirer l'air libre parce que ça aurait pu être pire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, tous ceux qui comprennent le problème qu'on a connu, tous ceux qui peuvent s'imaginer que le Burkina aurait pu sombrer dans une guerre civile avec des conséquences incalculables, s'ils s'imaginent que grâce à une frange de l'armée, nous sommes aujourd'hui dans la stabilité et que nous pouvons même envisager de continuer la route, si ces gens-là réfléchissaient un temps soit peu, ils se diraient, en tout état de cause, cette armée-là, il faut que nous l'ayons avec nous pour continuer la route jusqu'à l'objectif qui est d'organiser des élections libres et transparentes en 2015. Blaise Compaoré était médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Aujourd'hui, il n'est plus là. Est-ce que c'est un rôle que vous souhaiterez jouer? Non, je pense que nous n'avons pas le temps pour ça. Moi-même, je suis, comme vous le savez, issu vraiment de la formation diplomatique. Vous avez rappelé ça quand vous avez parlé de mon CV. Moi, j'ai eu à présider le Conseil de sécurité en 2008 et en 2009. Et vous savez que le Conseil de sécurité, tout le programme de Conseil de sécurité, c'est pratiquement sur les crises africaines. Il y a 70% des affaires traitées au Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Donc, j'ai eu le temps quand même de m'exercer à ce genre de situation.
Mais nous n'avons pas le temps à cela. Non, pas. Certains des rebelles Touaregs, notamment du MNLA et des autres groupes armés, étaient accueillis avec tous les honneurs à Ouagadougou. Est-ce qu'ils vont continuer à être accueillis dans la capitale burkinabé sous votre direction? Disons que ça aussi, c'est une question qu'il faut se pénétrer d'abord la question, voir ce que ça veut dire réellement avant de pouvoir se prononcer. Mais nous, notre attitude, nous, ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas de privilèges en matière de règlement de problèmes entre ces gens de différents. Il ne faut pas qu'il y ait des privilégiés. Si les rebelles qui sont à Ouagadougou, s'il est démontré que ce sont des privilégiés, nous n'accepterons certainement pas d'aller dans ce sens. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas m'aventurer plus. On aura le temps, nous, de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même si la CEDEAO vous demandait d'apporter votre soutien à la résolution de la crise malienne, parce que vous, déjà, vous êtes passé à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui est une grande chose, comment vous répondrez? Non, je dirais simplement que je suis disponible, mais que ce pourquoi je suis venu là, ne me laisse pas du temps pour le faire. Parce que vous savez que la médiation aussi, ça nécessite quoi? Il faut une préparation. Il faut des négociations. Il faut essayer d'aplanir les choses à partir d'une entente entre les parties. Donc tout ça, ça demande du temps, une longue durée. Et moi, je n'ai pas ce temps-là. Et donc, je leur dirais simplement, bon, si je suis libéré de mes fonctions, je pourrais, pourquoi pas, accepter par exemple de faire une médiation dans la sous-région. Monsieur le Président, quels sont les fondamentaux sur lesquels reposeront le nouvel État burkinabé et la nouvelle démocratie du Burkina à la fin de la transition? Je vous ai dit que nous avons les préoccupations suivantes. La stabilisation du pays. Je crois qu'avec le concours des militaires, on y est arrivé. Encore que ce n'est pas encore gagné. Deuxièmement, il nous faut voir déjà comment les futurs gouvernements qui vont venir, les futurs régimes qui vont venir à l'issue de l'élection pourront appréhender la question des jeunes. Parce que ce qui s'est passé nous a fait comprendre clairement, ça sans ambiguïté, que la jeunesse, qui a été le fer de lance de ce mouvement-là, qu'il faut s'occuper de son problème. Donc nous déjà, nous allons voir comment on va organiser un peu ce côté des choses, de façon à ce que ceux qui vont venir puissent prendre le train en marche et voir quelle solution on peut apporter définitivement à la question des jeunes. Et je vous ai parlé aussi de la réconciliation, ça fait partie aussi de nos préoccupations. C'est-à-dire quoi? Faire comprendre à ceux-là qui pensent qu'ils sont exclus actuellement parce qu'il y a eu une révolution au Burkina Faso, leur faire comprendre que non, nous sommes tous des frères. Il y a des gens qui peuvent fauter, mais il faut savoir pardonner. Et en leur demandant, en les sensibilisant, en leur faisant comprendre que dans toute chose, il faut toujours éviter les excès. Vous voyez? Donc, nous allons essayer aussi d'avancer sur le terrain de la... Bon, vous m'aviez parlé, il faut aussi que nous voyions au niveau des jeunes qui sont tombés, ce que j'appelle dans le champ de l'honneur. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Sûrement, il faut des indemnisations, il faut voir... Bon, non, il y a toutes sortes de choses. Mais en tout cas, je suis conscient que vraiment, la volonté qui nous anime et les possibilités que nous avons, je pense que tout cela nous permettra véritablement, à la fin de notre mandat, novembre 2015, de pouvoir dire voilà le bilan que nous pouvons vous présenter. C'est notre ambition et véritablement, nous travaillerons dans ce sens. Lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, justice sociale au Burkina, vous l'avez dit, il y a des dossiers qui sont pendants et qu'il va falloir régler ici et maintenant. Il y a eu des crimes économiques, des présomptions de crimes économiques et des crimes de sang. Et le Burkina a perdu ses valeureux fils ces 27 dernières années. Je fais allusion au président Thomas Sankara, je fais allusion à l'ancien journaliste Norbert Zongo. Est-ce que c'est des dossiers que vous allez ouvrir? Je vais parler du dossier Sankara. Est-ce que c'est un dossier que vous allez ouvrir? Dans la mesure où ce sont des dossiers ouverts, qui ne sont pas refermés, parce que précisément, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. C'est-à-dire, il y a peut-être des incompréhensions.
Il y a peut-être des choses aussi, parce que il y a des gens qui disposent, qui ont certaines vérités, mais qui ne pouvaient pas le... Non, donc, tant que le dossier est ouvert, je crois que c'est de notre devoir de voir comment apporter des solutions à ces problèmes-là. Justice, l'heure sera rendue? Nous allons en tout cas travailler, et s'il faut rendre justice, on verra bien sous quelle forme. Alors, est-ce que cette question de justice aussi ne pourrait pas empêcher, si vous me permettez le thème, d'autres leaders politiques à être candidats en 2015? Écoutez, ceux qui veulent être, ceux qui ont des ambitions pour 2015 doivent se convaincre d'une chose, plus rien ne sera comme avant. Si vous voulez avoir le suffrage du peuple en 2015, il faut que vous compreniez qu'il y a, comme je l'ai dit, un message qui est là, clair et net, lancé par la jeunesse. Plus jamais de prévarication, plus jamais d'injustice sociale, plus jamais d'arrogance. Ça, c'est des messages clairs. L'homme politique qui ne l'aura pas compris en 2015 risque d'avoir des problèmes. Non, je pense que tout le monde est conscient que, véritablement, il y a une ère nouvelle qui s'est ouverte à la faveur de ce qui s'est passé. Et tout le monde fera en sorte que, finalement, ces balises-là, personne ne puisse véritablement chercher à l'aide. On s'achemine vers la fin de cette émission, Monsieur le Président. Quel type de président souhaitez-vous être au Burkina? Un président très fort ou un président ordinaire? Moi, je souhaite être un président qui va opérer une certaine rupture par rapport à certaines pratiques que nous avons connues jusqu'à présent. Toute ma vie, je me suis toujours fait une haute idée du respect des biens de l'État. Je suis venu, les gens m'ont proposé cette charge-là. Je travaillerai à ce qu'il n'y ait plus de justice sociale. Je pense que si j'arrive à faire comprendre que notre pays, avec l'insuffisance de ses moyens, ne doit pas, si vous voulez, vouloir vivre comme les grands, mais doit rester dans un développement tout à fait harmonieux, qui tienne compte des situations de chacun, en tout cas qui évite qu'il y ait une disparité énorme entre riches et pauvres. Si on arrive, ça c'est déjà quelque chose de gagné. Et moi, je voudrais pouvoir jouer ce rôle-là. Justement, ils accusent le gouvernement sortant, ou du moins le gouvernement passé, d'avoir un train de vie très élevé. Est-ce que votre gouvernement de 25 membres, vous allez jouer également sur le train de vie des membres du gouvernement? Non, mais écoutez, nous sommes obligés, avec tout ce qui s'est passé, nous nous sommes donnés comme devoir de ne pas faire comme les autres. Et vous comprenez que nous ne pouvons pas nous donner un train de vie comme les autres. Ce n'est pas possible. Déjà, le fait d'avoir un gouvernement restreint de 25 membres, ça vous fait économiser, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit faire. Mais, comme je l'ai dit, plus on avancera, plus on saura quels sont les éléments qu'il faudra prendre en compte. Toujours est-il que tous ceux qui seront dans ce gouvernement de transition seront conscients que, d'abord, eux-mêmes doivent faire attention. Eux-mêmes ne doivent pas être mêlés à des situations comme celles qu'on a connues, et que la nation attend d'eux, à la fin du trajet, à la fin du délai qui nous est imparti, attend d'eux une conduite irréprochable. Cela est possible, cela est possible, pourquoi pas? Il suffit simplement d'aimer son pays. Moi, j'ai dit que si vous aimez votre pays, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et si vous n'aimez pas votre pays, vous lancez dans des choses, et vous direz, moi, je ne vois pas comment aujourd'hui je peux véritablement aller, par exemple, détourner des millions à mon seul profit, ou au profit de ma famille ou de mes amis, alors que je vois tous les jours des indigents qui viennent me demander de l'argent pour payer leurs ordonnances médicales, qui demandent 300 ou 400 francs juste pour aller manger, dormir, les sous. Non, je ne peux pas avoir ça. Donc, je me dis que de ce point de vue-là, si vous aimez votre pays, il y a des choses que vous ne pouvez pas pratiquer. Vous êtes un homme confiant quant à la suite du processus au Burkina. Quand je cause avec vous, hors micro, vous avez envie de faire. Vous êtes confiant. Sur quoi fondez-vous cette confiance, Monsieur le Président? Ma confiance se base sur le fait que nous avons affaire au peuple burkinabé. C'est un peuple qui, au long des âges, a démontré qu'il avait des vertus insoupçonnées et des vertus qui ont fait jusqu'à présent notre fierté, notre dignité, notre hospitalité. Je l'ai dit au comité de désignation des candidats. J'ai dit, il y a quelque chose qu'on doit sauvegarder au Burkina, c'est que c'est un pays qui dispose d'un charisme certain. Mais ce charisme-là n'est pas lié à une individualité.
Ce charisme n'est pas lié à la personne de tel ou tel. Non. Ce charisme-là, c'est un charisme que Dieu a donné au Burkina, qui fait que ce pays-là, on l'aime véritablement. Instinctivement, on l'aime. Donc, moi, je me dis que nous basant sur les vertus du peuple burkinabé, il n'y a pas de problème. Nous arriverons toujours à relever les défis. Albert, dernière question pour vous. Oui, moi, une dernière question, peut-être qui peut-être vous direz que c'est précipité, mais alors, depuis longtemps, les Burkinabés de l'étranger se plaignent comme quoi ils veulent participer au vote pour la présidentielle ou législative. Et ce n'était pas chose faite. Depuis quelques mois, on en parlait, mais jusqu'à présent, la CENI n'a pas pu commencer l'enrôlement biométrique dans les différents pays. Est-ce que vous pouvez donner l'assurance aujourd'hui aux Burkinabés de l'étranger que l'élection présidentielle de 2015, ils pourront participer? Le principe est bon. Il faut que nos frères participent à l'action du pays, participent à la gestion de notre pays. Le principe est bon. Mais le problème aussi, c'est quoi? Il y a un problème de moyens. Et il faut toujours il faut faire une socialisation politique. Il faut expliquer aux gens la nécessité, il faut les sensibiliser. Bon, ce travail a commencé. Parce que je crois savoir que la CENI a fait un travail remarquable dans ce sens-là. Et en principe, tout est fait pour qu'en 2015, les Burkinabés de l'étranger puissent participer au vote. Mais je ne vais pas trop m'avancer parce que c'est une situation que nous allons voir avec la CENI. Mais je pense que le principe lui-même est indiscutable et qu'il faut aller dans ce sens. Monsieur le Président, on est à la fin de cette émission. Le peuple burkinabé vous suit en ce moment. Qu'est-ce qui vous tient à cœur et que vous avez envie de lui dire? Simplement de persévérer. Je dis au peuple burkinabé de persévérer. Qu'il n'y a pas un destin qui incline un peuple comment on peut dire ça, à être pessimiste, n'est-ce pas? Il faut persévérer. On est conscient qu'avec les valeurs dont nous disposons, le peuple burkinabé arrivera véritablement à relever tous ces défis-là. C'est un problème de temps et je sais que nous, en tout cas au niveau du gouvernement, nous ferons tout pour qu'il y ait une avancée significative dans ce sens-là. Monsieur le Président, en tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview exclusive que j'ai eu le plaisir d'animer avec mon confrère Albert Nagré-Ougo de Radio Omega. Rappelez-nous les fréquences de la Radio Omega. Oui, tout à fait, 103.9 à Ouagadougou. Alors, en tout cas, c'est une occasion pour moi de vous féliciter, vous, parce que le travail que vous faites, c'est un travail, nous en sommes fiers. Le grand problème de l'Afrique aussi, c'est que nous sommes une faillite en matière de communication. Dans la mesure où vous faites tout pour que l'Afrique, justement, puisse disposer de canaux de communication au fin d'informer les masses, nos masses laborieuses. Vraiment, nous vous félicitons. Là. Vous suivez souvent Africa Télévision? Je suis souvent Africa Télévision, oui, absolument. Merci, Monsieur le Président. Albert, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Tu recevais le président de la transition au Burkina, Michel Kafando. Bonne suite de programmes sur Africa Télévision et sur la radio Omega Ouagadougou.